Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Audacieuses. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Ludivine Poli. Ludivine est la fondatrice de Learnim, un organisme de formation spécialisé dans le conseil en images et la posture professionnelle. Mais justement, ce qui m'a donné envie de l'inviter dans ce podcast, c'est que sa vision va bien au-delà de l'apparence. Avec elle, on ne parle pas seulement de vêtements ou d'images. On parle aussi de confiance en soi, du regard des autres, de légitimité, de posture et finalement de la place qu'une femme ose prendre dans sa vie et dans son activité grâce aux vêtements et à l'image. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, de son évolution, de sa vision qui a changé, des doutes qu'elle a pu traverser, de l'entrepreneuriat en général, mais aussi de ce que l'image dit parfois de nous, bien avant qu'on ne prenne la parole. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à mon échange avec Ludivine. Belle écoute. Bonjour et bienvenue Ludivine, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast des Audacieuses. Pour commencer simplement, est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots? Bonjour Sandy, merci de m'accueillir ici. Quoi te dire? Eh bien, je m'appelle Ludivine Poli, je suis la fondatrice de Learnim, donc qui est centre de formation au conseil en images personnelles et professionnelles. Je suis maman de 3 enfants, dont des jumeaux, et j'habite du côté d'Orléans. Eh ben, merci à toi. Alors, si on revenait quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous parler de toi, petite fille? Quelle petite fille tu étais? C'était quoi tes traits de personnalité? Waouh, là tu me ramènes longtemps en arrière, j'ai l'impression. Élève timide et discrète, c'est ce qui était souvent écrit sur mes bulletins de notes. Jusqu'à mes 4 ans, on va dire, jusqu'à ce que je rentre à l'école, 3-4 ans, j'étais hyper intrépide, je grimpais partout, ma mère me perdait dans les magasins, donc beaucoup de vie, ça bougeait énormément. Et à partir du moment où je suis rentrée à l'école, je me suis assagie et tu vois, même collégienne, après un profil un peu plus introverti. Ok, et aujourd'hui, en tant que femme, est-ce qu'il y a des côtés de cette petite fille que tu as gardé ou est-ce que le côté intrépide est revenu? Euh, hmm, le côté intrépide, oui. Je pense que quand tu es entrepreneur, de toute façon, tu es intrépide, hein. Euh, il y a des challenges, il y a des challenges ouais, à relever, des défis. Donc, on va dire ce côté intrépide-là, je pense que quand tu es entrepreneur, c'est important. Après, oui, je pense que selon les contextes, je peux rester assez introvertie, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui a quand même pas mal évolué. Qui a quand même pas mal évolué, ouais. Si on reparle un petit peu de ton parcours académique, finalement, ça a été quoi ton parcours professionnel? Est-ce que tu as tout de suite suivi des études et tu t'es lancée en tant qu'indépendante ou est-ce que tu es passée par le salariat? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours de vie finalement? Ouais. Oui, j'ai été salariée avant d'être à mon compte. Donc, moi, j'ai un BTS en commerce international puisque je voulais, en tout cas assistante trilingue, parce que je voulais vraiment avoir travaillé assez rapidement. Et puis, en fait, j'ai eu l'opportunité de partir en Angleterre. Donc, j'ai passé un master en commerce international et à mon retour d'Angleterre, je voulais travailler dans des grands groupes, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans des domaines type agrochimie, j'ai travaillé aussi dans le domaine du prêt-à-porter, donc toujours dans le côté international avec relations fournisseurs ou clients étrangers. Et puis je suis devenue maman d'un garçon et quelque temps après, j'ai eu mes jumeaux. Et donc là, effectivement, je pense que j'ai eu une grosse remise en question, gestion de mes priorités. Mon mari partait énormément en déplacement et comment gérer ma vie de femme, ma vie professionnelle, ma vie de maman. Et donc la solution pour moi, ça a été d'arrêter le salariat. Donc j'ai arrêté ma dernière expérience professionnelle, j'ai refusé le CDI qu'on me proposait. Pour faire quoi? Je ne savais pas, mais en tout cas, je voulais devenir entrepreneur pour être la première intention, en tout cas, la première raison, c'était pour être plus disponible pour mes enfants. Ça, c'est vraiment ce qui a animé ma décision de quitter le salariat. Donc en gros, tu as eu tes enfants, ça a été le déclic de te dire aujourd'hui je veux être plus présente. En tant que salarié, je peux pas me le permettre, j'arrête, je ne renouvelle pas ce contrat de courte durée du coup pour faire je sais pas.
Mais en tout cas, je sais que ce sera à mon compte. C'est ça, en fait, en gros. C'est Et là du où je me dis le côté intrépide revient, Ouais, c'est effectivement. clair, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers l'image et la posture, tout ça? Comment t'en es arrivé là? Ouais. En fait, là, à ce moment-là, je ne savais pas ce que je voulais faire, c'est ce que je te disais. Mais par contre, j'avais ce goût pour la mode, le vêtement. Le vêtement, en fait, ça m'a toujours permis, moi, à titre personnel, de m'exprimer. En tant que personne, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'exprimais peu de choses à travers les mots, j'étais plutôt introvertie. Et du coup, le vêtement, c'était comme la danse aussi quand j'étais plus jeune, mais pour moi, c'était des moyens d'expression. Et, et donc, je me suis dit, bah voilà, quitte à ne pas forcément avoir de projet, qu'est-ce que je pourrais faire qui me plaît, qui m'anime. Et c'était la grande tendance des blogs à ce moment-là. Et donc j'avais lancé un blog mode où je faisais du repérage shopping dans les boutiques locales à l'époque où j'habitais en Bretagne. Et je pensais créer des partenariats avec des boutiques de prêt-à-porter. Tu vois, j'avais toujours quand même cette notion un peu de B2B, donc travailler avec des entreprises, c'est ce que je voulais développer. Et finalement, ce sont les particuliers qui m'ont sollicité pour du conseil personnalisé, des femmes qui suivaient mon blog et qui m'ont dit, mais Ludivine, est-ce que tu pourrais faire un accompagnement shopping pour moi? Est-ce que tu pourrais m'aider à trier ma garde-robe? Et je me suis laissée prendre au jeu. J'ai fait deux, trois premières prestations comme ça. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut me plaire et m'animer. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis formée au conseil en images et je me suis lancée en tant que coach en image dans un premier temps. Ouais, bah, une super belle évolution et finalement, c'est la vie qui t'a apporté le métier qui aujourd'hui est devenu ta passion aussi. Euh, Aujourd'hui, le métier de conseillère en image, c'est pas toujours bien compris. Est-ce que tu peux nous l'expliquer avec des mots simples? Euh, je peux te l'expliquer par le prisme des clientes. En fait, les premières personnes qui m'ont sollicité, ce sont des personnes qui m'ont dit j'aimerais reprendre confiance en moi. J'ai pas forcément de repères. Par exemple, j'ai été élevée par mon papa parce que ma maman était pas là, ou dans ma famille, on faisait pas forcément attention à son image. Ça paraissait superficiel, alors que, bah, au fond de moi, je sens que c'est quand même important. Et vraiment, ce côté confiance en soi, c'est vraiment ce qui revenait souvent dans les entretiens découvertes clients. C'était mais j'ai envie de reprendre confiance en moi à travers le vêtement. Et en fait, le conseil en image, c'est ça, c'est comment évoluer en tant que personne. Dans des périodes de vulnérabilité, souvent, hein, on fait appel à un coach en image dans des périodes de transition de vie. Ça peut être une prise ou une perte de poids, ça peut être une maladie, ça peut être une séparation, un changement professionnel. Mais en tout cas, il y a forcément des moments charnières dans la vie où on a besoin de se réajuster, de travailler sur soi, de retrouver un petit peu une structure sur laquelle s'appuyer et de se dire, OK, qui je suis. Et en faisant ce travail de connaissance de soi, ben, ça permet aussi d'évoluer, de bien se connaître, de prendre confiance en soi et de s'affirmer en tant que personne. Pour moi, la finalité, c'est ça, de s'affirmer pleinement, s'exprimer pleinement à travers son image. Prenant le style que l'on a, les couleurs qui nous correspondent, les coupes qui nous vont bien, et ensuite en apprenant à s'amuser avec tout ça pour se l'approprier. Parce que pour avoir fait l'exercice, du coup, effectivement, c'est quelque chose qui arrive et qui te permet derrière de te sentir beaucoup plus à l'aise. Et effectivement, c'est quelque chose qui arrive à des moments de vie. Moi, pour ma part, ça a été quand j'ai changé de posture pour devenir chef d'entreprise et non plus freelance, et où il fallait que j'ai une posture qui soit différente, une dimension différente, et en même temps, ça correspondait au passage de la quarantaine, où j'étais plus la jeune femme que j'étais, et où en même temps, ben, j'avais pas envie d'avoir un style qui me corresponde plus. Il y avait un décalage et ça m'a permis vraiment de tout réaligner. Et depuis, ça va bien. Oui, mais c'est exactement ça. C'est des périodes, tu vois, de transition, comme tu l'as très bien dit, et on se dit, OK, aujourd'hui, qui je suis, dans quelle direction j'ai envie d'aller, et comment j'exprime la femme que je suis devenue, où souvent intérieurement, on sent qu'on a bougé, qu'il y a quelque chose qui a bougé en soi, mais comment le concrétiser à travers le vêtement, à travers la mise en valeur de soi. Et moi, je dis souvent, le conseil en image, c'est effectivement un outil de développement personnel, mais c'est aussi un outil de communication. Ça parle de nous et il y a plein de choses qui passent dans cette communication non verbale.
Exactement. Et à quel moment tu as senti que ton activité, ça prenait une dimension plus grande que juste faire de l'accompagnement, puisqu'aujourd'hui, tu es organisme de formation. Quel a été ton déclic et comment tout ça s'est mis en place finalement? Ça s'est mis en place, mais un peu, tu sais, avec cette espèce de syndrome de l'imposteur où je rigole en même temps que je le dis, mais tu vois, à chaque fois dans mon parcours, j'ai dit non, ça jamais je le ferai. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Lorsque j'ai lancé le blog, je m'étais dit jamais je travaillerai avec des particuliers. Et au final, j'ai travaillé énormément avec les particuliers. J'ai une consoeur qui m'a dit mais t'aimerais pas qu'on monte un centre de formation pour conseillère en images? Je me suis dit ah non, ça jamais je le ferai. Et finalement, des années plus tard, bah, j'ai mon propre centre de formation, j'ai formé des centaines d'élèves au conseil en images et jamais je ferai différemment. Je suis super heureuse de ce parcours-là. Tout ça pour dire que finalement, c'était pas prémédité. Je me suis pas dit, tiens, je vais le faire. Ça s'est fait vraiment au gré des opportunités et je pense que j'avais besoin de mûrir aussi tout ça. Je suis quelqu'un d'assez intuitif et en fait, j'avais besoin de faire les choses au fur et à mesure. Pas forcément de les projeter à 5 ou 10 ans, mais c'est en faisant que j'ai augmenté, on va dire, ma zone de compétences et où je me suis dit, bah si, finalement, c'est ça la prochaine étape. Et du coup, ton entourage par rapport à tout ça, quand tu t'as dit j'ai besoin de devenir indépendante pour être présente pour ma famille, ton conjoint, tes parents, tes proches, comment ça a été accueilli tout ça? Est-ce que tu as des entrepreneurs dans ta famille et c'était plutôt quelque chose de positif ou est-ce que tu as dû quand même un peu les convaincre ou en tout cas euh, expliquer les choses de ton choix? Même si j'imagine que quand on a des jumeaux, on imagine bien que la vie est chamboulée. Donc, comment ça a été accueilli tout ça? Moi, j'ai eu la chance d'être très, très, très soutenue sur ce projet-là, enfin en tout cas sur tout le parcours, parce que toutes les années n'ont pas été simples et fluides, et que ça soit mon mari ou mes amis, ma famille, vraiment, j'ai toujours eu que des super retours. En fait, je pense que ce qui était valorisé aussi, c'était le fait d'oser, l'audace. Tu vois, j'ai plein d'amis qui me disaient mais waouh, ce que tu as fait, j'aurais jamais osé le faire ou c'est génial ce que tu fais. Je sentais beaucoup d'admiration dans le fait d'oser l'entrepreneuriat. Donc ça c'est hyper porteur aussi quand tu sens que finalement ton parcours peut être inspirant pour d'autres alors que bon, c'était pas du tout l'objectif, mais je me dis waouh, c'est génial finalement. Et puis, pour répondre à ta question, oui, moi, mon papa était entrepreneur, ma maman travaillait avec lui. Et donc, j'ai eu peut-être aussi ce modèle familial d'avoir mes parents qui étaient présents pour nous en tant qu'enfants et en même temps qui avaient leur propre entreprise. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a permis de passer à l'action, de ne pas me poser trop de questions, en fait. De me dire, bah oui, c'est aussi une voie, c'est aussi une possibilité. Et il n'y a pas que le salariat, preuve en est, mes parents étaient entrepreneurs, donc peut-être que ça m'a permis de passer à l'action, de prendre la décision assez rapidement. Et le fait que mon mari me soutienne dans cette décision-là, alors que lui a toujours été salarié, c'était chouette aussi. Et l'entourage est hyper important. D'ailleurs, merci pour ta question, Sandy. Je pense que c'est important aussi de dire que de se sentir soutenu dans son projet, en tout cas de s'entourer de personnes qui nous comprennent dans nos projets, c'est hyper important. Ouais, c'est clair. Et quand on forme des personnes justement à un métier qui peut pas forcément être connu ou maintenant on en parle peut-être un peu plus, est-ce qu'il y a eu des croyances que tu as dû déconstruire et est-ce que tu as senti parfois des questionnements? Je t'en parle parce que le métier d'assistante digitale, moi quand je l'ai pratiqué il y a 16 ans, il n'était pas du tout connu. Maintenant c'est un peu plus dans le langage commun, mais ça reste encore un peu... c'est connu dans le milieu de l'infoprenariat, mais quand on en parle à des gens du milieu classique, des artisans, des TPE-PME, ça reste encore méconnu et c'est vrai que parfois il y a des croyances à déconstruire. Est-ce que toi tu l'as ressenti dans ton métier ou par rapport aux femmes que tu as accompagnées, elles l'ont ressenti ou pas spécialement? Moi, j'ai commencé, on va dire, en 2012-2013, et c'est vrai qu'à ce moment-là, le métier de coach en image, il n'était pas très connu. Souvent, quand j'allais dans des soirées réseau et que je disais que j'étais coach en image, on me disait, ah oui, tu travailles dans l'audiovisuel. Enfin, tu vois, on n'avait pas cette notion de travailler sur son image.
Donc, je pense qu'effectivement, dans les premières années d'activité, moi, en tant que conseillère en image, ça a été un peu compliqué d'exprimer clairement ce que c'était, où les personnes n'avaient qu'une référence, c'était une référence télévisuelle, et c'est dire que, ok, il y a, Je pense savoir à qui tu penses, c'est direct que j'ai pensé à elle. mais ce qui a permis de démocratiser aussi le métier, ça a permis aux gens de comprendre que ça existait, qu'on pouvait travailler sur son image, et donc pour ça, évidemment, c'était assez porteur, ça a permis de démocratiser ce métier. Maintenant, vraiment de le faire connaître, de faire connaître toute la profondeur qu'il y a derrière, parce que c'est ça aussi, c'est pas juste aimer le vêtement et s'habiller, c'est qu'est-ce que ça dit de soi, dans le rapport à soi, dans le rapport aux autres. Il y a tout ce développement personnel dont je parlais tout à l'heure. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus simple aussi de dire on est coach en image parce que les gens ont une meilleure représentation de ce que c'est, avec évidemment l'émergence des réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir passer dans nos fils d'actualité. Il suffit que tu tombes sur un test de draping de colorimétrie et ton fil d'actualité te montre ça toute la journée. Donc, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui font qu'on a une meilleure connaissance de ce qu'est le métier, même si moi, mon cheval de bataille, c'est vraiment de dire que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas le reflet du métier. Le métier, il est profond, c'est pas juste je passe des couleurs devant le visage de quelqu'un, ça te va mieux, tu dois porter ci ou tu dois porter ça. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. On va euh, apprendre à se dévoiler, à prendre confiance en soi, à se regarder différemment, à se libérer de certains complexes, à avoir un regard un peu plus objectif, un peu plus doux vis-à-vis de soi. Le métier, c'est ça. Et dans toute ton expérience professionnelle, est-ce que tu as eu des moments de doute ou des moments où ça a été un peu plus compliqué? Comment tu as géré? Alors, je te disais initialement, mon entreprise, je l'ai créée pour être présente pour mes enfants. Arrivé à un moment donné, donc il y a, je sais pas, 6, 7 ans, mes enfants ont grandi, évidemment, et ils avaient moins besoin de moi. Enfin, en tout cas, ils étaient plus autonomes, ils allaient à l'école. Enfin, il y avait tout un rythme qui était différent de la petite enfance. Et à ce moment-là, j'ai eu un peu cette crise de l'entreprise en me disant, mais la raison d'être de mon entreprise, c'était d'être dispo pour mes enfants. Mais aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne toujours? J'ai l'impression que mes enfants sont plus autonomes ou un peu moins besoin de moi. Est-ce que je ne devrais pas retourner dans le salariat? Est-ce que finalement, c'était pas juste une transition? Et à ce moment-là, ouais, j'ai beaucoup remis en question les choses. Je me suis dit, est-ce que je continue en tant qu'entrepreneur? Quelle est la raison d'être de mon entreprise? Est-ce que c'était pas juste une étape? Et j'ai fait ce travail un peu avec une coach. Et, euh, et là, ça m'a permis de remettre aussi ce qu'on appelle de la vision. Et je me suis dit, OK, quelle est la mission? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui m'anime? Quelle est ma vision à plus long terme avec mon activité? Et à partir de ce moment-là, j'ai remis aussi une structure un peu différente et je suis repartie dans l'entrepreneuriat. Mais tout ça pour te dire qu'effectivement, il y a eu un moment donné où je me suis dit, la raison d'être de ma boîte, bah, elle vaut plus. Il faut que je trouve une autre raison pour continuer le projet. Et le fait d'accompagner des femmes à évoluer elles-mêmes en tant que coach en image, à s'épanouir dans leur vie professionnelle, tout en étant tout en ayant cette vie perso épanouie, pour moi c'est top. Enfin, c'est une mission géniale. Donc ça m'a Ça permis t'a ouais, redonné l'élan et ça t'a juste refait voir. En fait, tu fais toujours la même chose, c'est juste ta vision qui a eu besoin d'être reconnectée finalement. ouais, ouais, exactement. Se dire, tiens, et quelle est la raison de l'entrepreneuriat? Pourquoi je continue? Et le fait de me raccrocher à cette vision-là, ça m'a permis ouais, de repartir plus fort que jamais. Et tu vois, aujourd'hui, mais jamais je re-challenge le choix de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est c'est plein de défis, c'est quelque chose qui me nourrit. C'est ce que je dis aussi à mes élèves. L'entrepreneuriat, c'est du développement personnel. On travaille sur soi, notre rapport à l'échec, notre rapport à notre image, notre rapport à plein de choses. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est vraiment
en tout cas ce qui moi m'anime au quotidien. Parce qu'en fait, cette crise de vision, de sens dont tu parles, on en parlait un peu en off. Moi, je viens d'en sortir, puisque c'est le passage où les enfants quittent la maison. Et comme je te l'ai dit, tu te retrouves à avoir des journées où finalement, bah, en fait, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Et tu te dis, effectivement, à la base, j'ai créé cette activité pour être présente pour mes enfants. Les enfants, bah, s'en vont, le temps est disponible. Est-ce que finalement ça fait sens que je continue. Et j'ai eu exactement le même travail que toi à faire, de me dire, OK, à ce moment-là, ta vision, c'était ça, ton objectif, c'était ça a été fait. Aujourd'hui, si on se repose, est-ce que la vision est bien? Et finalement, c'est la même que toi, puisque moi aussi, c'est d'accompagner des femmes à l'épanouissement dans l'activité d'assistante indépendante, qu'elles trouvent leur équilibre. Et au final, maintenant que la vision est remise, en fait, les choses, elles reprennent du sens, la joie revient et les choses se remettent en place. Mais effectivement, il faut apprendre que la vie d'entrepreneur, c'est fait de haut et de bas. Et parfois, on a envie de tout arrêter ou en tout cas, on se pose des questions. Il y a des fois, toi, où tu t'es dit, j'arrête tout ou jamais. Euh, Honnêtement, ça fait de nombreuses années que ça m'est pas arrivé. Il y a eu ce moment charnière dans mon parcours où là, c'était soit je continue, soit j'arrête. Mais non, là aujourd'hui, je me pose plus la question du tout. J'ai l'impression aussi d'avoir compris le jeu de l'entrepreneuriat et j'ai j'ai ma baguette secrète. Euh, le jeu de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avancer seul. Ça, c'est hyper important parce que le fait d'être entouré, et Sandy, on en a parlé aussi, hein, tu le sais comme moi, le fait de se sentir entouré, de pouvoir parler librement avec d'autres entrepreneurs de ce qu'on peut traverser aussi bien dans des périodes de succès que dans des périodes de flou, ça permet aussi de prendre de la hauteur, ça permet aussi de partager des pratiques. Donc, quand je dis j'ai compris le jeu de l'entrepreneuriat, c'est ne pas se sentir seul. Pour moi, ça a vraiment été la clé de m'entourer d'autres entrepreneurs plus avancés que moi. Ça aussi, ça a vraiment été une clé de toujours être avec des entrepreneurs plus avancés. Et puis, oui, tout ce qui concerne cette veille commerciale, marketing, cette veille digitale. On a l'IA aussi aujourd'hui qui prend de plus en plus de place. Je pense que si tu es toujours à l'écoute de ce qui se fait, à l'écoute de tes clients, à l'écoute du contexte extérieur, ça te permet de prendre des décisions aussi de manière assez rapide. Je pense que le secret de l'entrepreneuriat, en fait, c'est l'agilité. De savoir surfer la vague et d'être agile, la remise en question permanente. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un des traits de ma personnalité, cette capacité à se remettre en question, à être adaptable. Et du coup, dans l'entrepreneuriat, bah, ça fait partie des prérequis. Donc ça tombe plutôt pas mal. Tu m'étonnes. Alors du coup, Learnim, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Leur NIM, c'est entre 100 et 150 élèves par an, donc qui se forment au conseil en image personnelle et professionnelle, avec vraiment cette envie, enfin en tout cas moi un des critères, hein, puisque la particularité de l'ORNIM, c'est que chaque personne qui rentre en formation, c'est quelqu'un que j'ai eu en entretien au préalable pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, pour vraiment comprendre le projet, pour m'assurer qu'on partage les mêmes valeurs, cette bienveillance, cette envie d'aider les gens à évoluer. Euh, le côté superficiel du métier, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment de laisser cette empreinte positive dans le parcours de quelqu'un. Et donc voilà, c'est vraiment une communauté de femmes conseillères en images qui grandissent ensemble, puisque ce sont des programmes de formation de 4 mois. Et ensuite, on garde le lien à travers cette communauté qui s'appelle Le Tissu, avec des séminaires annuels, avec aussi des formations entrepreneuriat, puisque moi, tout ce que j'ai pu apprendre aussi euh, depuis cette dizaine d'années que je suis entrepreneur, je le transmets aussi à mes élèves pour qu'elles puissent, elles aussi, avoir une entreprise sereine dans laquelle s'épanouir. Super. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient souvent chez les personnes qui te contactent avant de se lancer, des peurs, des freins? Est-ce que tu arrives à voir un petit peu, c'est quoi les déclencheurs ou c'est quoi les peurs principales? Les peurs, il y en a toujours, puisque souvent, les personnes qui me sollicitent, ce sont des salariés
en quête de sens, qui ont exercé des métiers qui parfois n'avaient rien à voir avec le conseil en image, hein, mais en tout cas qui ont exercé des métiers et qui me disent, bah, moi aujourd'hui je me reconnais plus dans ce que j'exerce ou je fais ce métier-là, mais au fond de moi il y a autre chose qui m'appelle. Donc on parlait de sens tout à l'heure, il y a vraiment besoin de se reconnecter, de mettre du sens dans sa vie professionnelle. Et cette peur, évidemment, de l'inconnu, parce que nouveau métier, parce que c'est un métier qui ne s'exerce pas en tant que salarié. Est-ce que je vais réussir à vivre de mon activité? Est-ce que je vais trouver des clients? C'est toujours ce questionnement-là. Après, la réponse que j'apporte le plus souvent, c'est déjà étape par étape. Euh, on n'a pas toutes les réponses avant de se lancer. Les réponses, elles viennent aussi sur le chemin. C'est aussi comme ça qu'on va trouver les ressources nécessaires sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir avancer. Mais à un moment donné, il y a un premier pas à faire, il y a un premier déclic. Et si c'est un projet qui mûrit comme ça à l'intérieur depuis des années et des années, à un moment donné, il faut aussi y aller. Ça reste des expériences et voilà. C'est comme ça le plus souvent que ça se passe. Des personnes en reconversion qui sont en quête de sens, qui peuvent être passionnés par la mode, le vêtement et qui ont envie d'allier ce côté aide, le fait de se rendre utile dans le parcours d'autres personnes et ce goût, cet attrait pour le vêtement, pour la mode ou la mise en beauté. Ouais, super. Et toi, aujourd'hui, tu es encore très dans l'opérationnel ou est-ce que tu arrives davantage à piloter ton entreprise? Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une équipe. Quand tu me demandais ce que c'est Learnim, aujourd'hui, c'est une équipe de près de 10 personnes avec des formatrices quand même relais avec moi. Moi, j'ai vraiment gardé cette casquette de formatrice sur le présentiel, sur l'accompagnement. Pour moi, c'est vraiment important d'accompagner chaque conseillère en image, de la nourrir de mon expertise terrain, de la nourrir de toutes ces années à accompagner et évidemment à former. Et après, sur toute la partie, on va dire, support, j'ai effectivement la chance d'avoir une équipe avec une assistante pédagogique, une assistante marketing, voilà, une agence de pub. Donc on est vraiment... je vais avoir cette casquette opérationnelle sur, on va dire, la formation, mais je ne suis pas seule et le format fait que, voilà, ça me permet aussi de rester très présente sur le pilotage de l'entreprise et son développement. Et du coup, à quel moment t'es passé de je fais tout toute seule à je dirige et je m'entoure finalement? Il y a eu un moment où tu t'as eu un déclic ou comment ça s'est fait? Euh, Quand j'ai senti que je freinais le développement de l'entreprise, je me suis dit, voilà, là, il y a un choix à faire. Donc, Learnim, c'est un centre de formation certifié Calliope. Donc, ça veut dire qu'on répond à de nombreux critères, qualité. Il y a vraiment tout un process qui va être assez dense. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je me freinais sur le nombre d'élèves à accueillir parce que je me disais dans un coin de ma tête, ah, mais ça va me faire plus de gestion administrative et je vais pas être capable de tout assurer. Et je me suis dit, non, c'est pas logique de fonctionner comme ça. Il vaut mieux que j'ai quelqu'un qui m'aide sur la partie administrative, ce qui me permet d'accueillir encore plus de femmes et de contribuer au rêve de toutes ces femmes-là. Donc, ouais, la prise de décision, elle s'est faite comme ça. Quand j'ai senti que j'étais un petit peu le goulot d'étranglement de mon entreprise, où là, je me suis dit, non, il faut une aide. Mm. Donc, une aide administrative, tu vois, Sandy, c'est la première ressource. Souvent, c'est ça, c'est-à-dire que un entrepreneur, un solopreneur, quelqu'un qui travaille tout seul, la première personne vers laquelle il va se tourner, ça va être une assistante digitale, virtuelle, administrative, une assistante freelance, mais quelqu'un qui va gérer le quotidien, l'administratif, la pré-compta, ces choses qui finalement sont pas à valeur ajoutée pour l'entrepreneur et pour que lui se concentre sur la création, la vente de son produit ou de son service. Et finalement, c'est ce que je dis, tous les entrepreneurs à un moment qui veulent se développer, il faut qu'ils délèguent cette partie-là, parce que sinon, ben, comme tu dis, on est dans le goulot d'étranglement et on freine son développement, son chiffre d'affaires, le rayonnement de son activité, parce que ben, on est tout seul et qu'on peut pas tout gérer, quoi. Donc, effectivement. Et alors, toi, en tant qu'entrepreneur, avec cette volonté de l'équilibre pro-perso, qu'est-ce qui est devenu un non négociable dans ta façon de travailler aujourd'hui? Euh, Non négociable, alors c'est de commencer par ce qui est important pour moi. Je me rends compte que les meilleures journées que je passe, où je vais être la plus productive, la plus épanouie, etc., c'est de commencer par mes routines,
Donc, je vous donne les secrets de ma routine. Vas-y, vas-y. C'est vraiment rien d'inavouable, hein. Je vais marcher, en fait. Je commence ma journée en marchant. Je me fais une demi-heure, trois quarts d'heure de marche. Et déjà, je suis dans cette satisfaction d'avoir fait mes pas de la journée, tu vois, déjà d'avoir marché, commencé la journée en se disant, quoi qu'il arrive, j'ai déjà atteint un objectif de ma journée, j'ai déjà accompli quelque chose. Bah, ça, déjà, c'est hyper nourrissant. Ça me permet aussi de préparer un petit peu, de prendre de la hauteur par rapport à ma journée qui arrive, d'organiser un peu mes idées. Et c'est vrai que ça va être un incontournable. Donc, même si je suis dans une période d'inscription, et c'est pour le programme de formation, et c'est vraiment des périodes où je peux avoir énormément de rendez-vous. En l'espace d'une semaine, je peux avoir entre 50 rendez-vous, 70. Donc, c'est vraiment des périodes très denses. Mais je ne prends aucun rendez-vous avant 10 heures. Et comme ça, au moins, je sais que je commence ma journée par me nourrir moi, parce que bah, si on veut aider les autres, c'est important déjà d'avoir, nous, le niveau d'énergie suffisant pour le faire. Mon niveau d'énergie, il va se nourrir grâce à ça, à cette bulle que je m'accorde le matin. Et après, effectivement, je vais donner de l'énergie aux autres. Mais je commence par moi, oui. Et du coup, en fait, après, pendant ces périodes de lancement où tu peux avoir beaucoup d'appels, tu as une heure à laquelle tu bloques quand même ou une heure où tu arrêtes, même dans le temps anormal, ou est-ce que c'est un peu open en prise de rendez-vous? Alors là, c'est pareil, je vais organiser comment dire, mes créneaux en fonction de ma vie de famille. Si je dois aller chercher mon fils à telle heure, bah, ok, je vais bloquer ce créneau-là. Et puis, quitte à reprendre un rendez-vous derrière, mais je vais vraiment adapter les créneaux en fonction de la vie de famille. On a quand même une logistique assez dense avec des enfants dont un qui est interne. Enfin voilà, je rentre pas dans les détails. On a tous une vie familiale qui peut être assez dense et compliquée d'un point de vue logistique. Mais j'essaye vraiment d'organiser ces créneaux-là professionnels en fonction de ma vie de famille. Et ce que j'ai fait aussi, bah, c'est de continuer à me faire aider, à m'appuyer. Aujourd'hui, je suis plus seule à réaliser ces rendez-vous-là. J'ai des personnes hyper empathiques qui adhèrent complètement au projet et à la formation de conseiller en images, qui vont aussi répondre aux questions des personnes qui peuvent me solliciter, ce qui me permet moi aussi de rester présente. Dans les non négociables aussi, j'essaye d'organiser le planning des formations en fonction des périodes de vacances que je vais prendre. J'évite de faire l'inverse. J'essaye de déjà planifier les périodes de vacances en famille ou avec mon conjoint et ensuite d'organiser les séances de formation en fonction. Parce que bah, l'agenda pro et perso, évidemment, à un moment donné, il se rejoint. Donc j'essaye de vraiment garder la priorité et de pas délaisser ces moments de famille. Je te disais à un moment donné, si j'ai créé mon entreprise, c'est pour être présente pour ma famille. Donc j'essaye quand même de garder ça en tête dans mon organisation professionnelle. Écoute, je fais tout comme toi puisque je commence pas avant 10 heures mes rendez-vous ou mes visios avec l'objectif moi d'aller à la salle de sport ou faire du yoga à la maison, etc. Après, j'essaye de prendre une heure entre midi et deux où je mange et je vais promener le chien. Ou selon si j'ai des visios qui viennent se mettre dessus, c'est d'aller la promener le soir avec mon compagnon quand on se rejoint. Et du coup, ça nous permet de débriefer sur la journée, de reconnecter et de passer du pro au perso. Et j'essaye de pas travailler les soirs et les week-ends pour garder un équilibre et puis surtout des moments où on se ressource, comme tu dis, parce que si on est tout le temps en train de travailler, 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 donner, 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 le problème c'est que la jauge est basse et on n'est pas au top de notre niveau pour après donner. Donc c'est important de tester des choses, de rectifier et de se dire que ce qui peut convenir à certaines ne convient pas. Je sais plus avec qui on avait discuté dans un mastermind. Elle me disait que elle le matin, elle n'était pas du matin. Il était impossible pour elle de se lever et qu'elle travaillait par contre très très tard ou très très tôt le matin selon l'heure et que en fait selon juste d'apprendre à savoir à se connaître comment on fonctionne et de caler aussi ça, bah c'est important en fait de savoir s'écouter et puis de se respecter. Mais effectivement de savoir quels sont nos non négociables. Donc merci d'avoir partagé tes secrets. Et par rapport à l'entrepreneuriat, donc toi tu as eu des parents entrepreneurs, mais est-ce qu'il y a quand même eu des choses que tu as dû déconstruire
peut-être dans le fait aussi que ce soit un entrepreneuriat en ligne, à distance, l'accompagnement, comment le rendre plus humain. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû revisiter ou revoir par rapport à ce que tu savais ou ce que tu avais envisagé? Déconstruire, je sais pas. En fait, tu vois, ce à quoi je pense là spontanément quand tu me poses la question, c'est plutôt dans le rapport à l'argent. Euh, Parce que quand c'est un métier passion, quelque chose que tu exerces, non pas, moi quand je me suis lancée, c'était pas pour vivre de mon activité. Ma première raison, alors ça veut pas dire que ça n'allait pas avec, mais la première raison c'était d'être présente pour ma famille. Donc si tu veux, j'avais pas forcément cette notion de bien valoriser mes prestations, je pouvais faire des choses de manière gratuite. Je pense qu'à un moment donné, je m'auto-sabotais aussi dans mon chiffre d'affaires. J'avais, ouais, je pense que j'avais un rapport à l'argent où je me disais, bah, c'est un métier passion, donc en gros, c'est pas difficile. Et quand c'est pas difficile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas le valoriser très cher. Tu vois, il y a cette notion de, il faut que le travail, ça soit dur pour que ça soit mérité. Et donc, si toi tu fais ça avec aisance, je vais pas te facturer ou facturer très cher pour quelque chose qui est facile pour moi. Et en fait, j'ai mis longtemps à comprendre que, bah justement, quand c'est facile pour toi, C'est ta zone de génie. c'est ta zone de génie, effectivement, et que bah, tout le monde ne sait pas faire ça, et que enfin, ça a de la valeur, et donc c'est important aussi de facturer les choses, même si ça peut te sembler euh, passionnant, bah, il y a quand même, ça se mérite en fait. Les gens doivent quand même payer pour une prestation et qui pour eux n'est pas forcément évidente. Les gens ont ce besoin-là. Et tu vois, je me suis fait la réflexion ce week-end encore, j'étais en train de travailler sur des choix de couleurs, etc. J'avais des tissus plein la table et j'ai mon beau-fils qui m'a dit mais tu travailles encore? Et ça m'a surprise comme question parce qu'en fait, j'avais pas l'impression de travailler quand on est sur un métier passion, enfin, pour moi, travailler égale ordinateur, mais non, effectivement, il a raison. J'étais en train de travailler, mais je m'en rendais pas compte parce que c'est aussi quelque chose de passionnant. Donc, déconstruire, oui, pour résumer un petit peu tout ça, c'est de se dire que on peut avoir une passion, mais que ça reste quand même un métier, et donc on peut aussi se faire payer pour ça. Se donner de la valeur et se faire valoriser par la rémunération en conséquence, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça fait longtemps que tu exerces. C'est quoi les qualités, les vraies qualités pour entreprendre durablement selon toi? Ou ce que tu as noté sur ceux qui durent finalement? On en parlait tout à l'heure, l'agilité, la remise en question. Ça, il y a forcément des changements de contexte dans nos activités, il y a forcément des nouveaux concurrents qui arrivent, il y a plein de choses qui évoluent, et le fait de rester à l'écoute et d'être agile par rapport à l'environnement, c'est ce qui permet, à mon sens, de durer. Euh, Plusieurs qualités, donc ça en fait partie, ça c'en est une. En fait, pour moi, c'est la principale. Euh, Il peut y en avoir qu'une, hein. S'il n'y en a pas d'autres qui viennent, c'est OK. de continuer, ah oui, de rien prendre pour acquis, c'est-à-dire de continuer toujours à se former, que ça soit dans notre expertise métier, mais aussi dans l'entrepreneuriat. En fait, je pense qu'il peut y avoir cette croyance de se dire que, en gros, l'entrepreneuriat, ça s'apprend pas ou ça s'apprend sur le tas. Tu vois, moi-même, j'avais une formation en commerce international, mais pour autant, bah, il a fallu que je me forme sur plein de choses, sur des outils digitaux, le marketing digital. Enfin, j'ai toujours continué d'apprendre, et c'est ce qui fait aussi qu'on évolue dans nos métiers. Donc, continuer d'apprendre toujours, de rester en veille, d'être agile, et puis euh, de ouais, travailler sa vision. On en a parlé aussi tout à l'heure, d'être pour savoir où on va, pour avoir un cap, une direction. Je trouve que c'est hyper important d'avoir cette vision-là pour avancer sans se poser 10 000 questions dans le flou. Quand on sait pourquoi on avance et dans quelle direction, bah, tout devient un peu plus simple. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens, mais qu'aujourd'hui, je valorise énormément. Ouais. Et c'est quoi ta définition de la réussite? Est-ce qu'elle a évolué au fil du temps et de par rapport à ton début? Ouais. Hum,
Alors la réussite, oui, elle a évolué et elle évolue tout le temps. Alors soit c'est mon côté éternel insatisfait, j'en sais rien. En fait, les critères de réussite, ils évoluent. Je pense que euh, souvent pour moi, la réussite a été synonyme d'audace. Le fait d'oser faire des choses, pour moi, c'était vraiment des réussites, des victoires. Donc l'audace. Après, évidemment, ça a été le chiffre d'affaires et c'était un petit peu cette course au chiffre d'affaires qui évolue. Et finalement, aujourd'hui, j'enregistre mon plus haut chiffre d'affaires et, euh, et je me sens pas dans cette réussite parce que cette année, ça a été un petit peu au détriment du temps perso, justement. Et donc, mon prochain critère de réussite pour l'année prochaine, ça sera de me libérer du temps. Et là, pour le coup, ouais, selon la manière dont tu avances, bah, le critère est différent. Donc, c'est pas forcément le chiffre d'affaires. Là, l'année prochaine, mon critère de réussite, ça sera me libérer plus de temps pour moi et pour mes enfants. Mais c'est intéressant de montrer encore une fois que les choses évoluent, que rien n'est figé et qu'il faut apprendre à être agile et à accepter que la vision, les critères de réussite, tout ça, ça peut évoluer avec soi et avec ben, sa maturité et le fait que ça avance, quoi. Aujourd'hui, tu accompagnes beaucoup de femmes autour de l'image, ou en tout cas des femmes qui veulent devenir conseillères en image. Toi, ton rapport à l'image avec toi-même, ça a été un gros sujet ou finalement pas plus que ça? Euh, En fait, j'étais persuadée que je n'avais pas de soucis avec mon image. Tu vois, je faisais partie d'une fédération du conseil en image et la présidente a dit un jour, mais de toute façon, il faut pas se leurrer. Si on est toutes là, les filles, c'est que on a un souci avec notre image. Et je suis repartie avec cette phrase-là et je me suis dit, mais mince, c'est quoi mon problème, moi, avec mon image? Et j'essayais de comprendre quel était mon problème. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a forcément eu des éléments déclencheurs. Et quand je te disais, quand tu m'as posé la question de savoir quelle était la petite fille que j'étais, c'est peut-être une enfant plus introvertie qui s'est exprimée grâce aux vêtements. Et finalement, bah, moi, mon rapport à l'image, ça a été celui-ci, de me dire que euh, le non-verbal, j'y ai prêté de l'importance parce qu'à travers les mots, j'exprimais peut-être à un moment donné de ma vie peu de choses. Et, euh, et donc voilà, mon rapport à l'image est celui-ci. Aujourd'hui, un rapport plutôt. Enfin, je considère pas avoir eu un rapport compliqué avec mon corps ou avec mon image. C'est vrai que j'ai accompagné beaucoup de femmes avec des rapports à l'image très très différents. Je pense que moi, mon sujet, c'était plutôt le fait d'avoir un moyen d'expression. C'était plutôt celui-ci, ouais. Et tes proches, du coup, t'es entourée d'hommes, c'est ça? C'est trois garçons et un compagnon. Trois garçons, deux beaux-fils et mon mari, oui. Et du coup, est-ce que t'es la bonne maman, belle maman ou compagne qui va au shopping avec eux et qui les drive? Est-ce qu'ils t'ont demandé, sollicité pour des conseils ou pas du tout? Alors mon mari dit qu'il est très mal placé parce que effectivement j'ai accompagné plein de personnes et lui c'est souvent la dernière roue du carrosse donc voilà. Mes enfants, alors, en fait, ce qui me fait sourire, c'est que je pense qu'évidemment, il y a une espèce d'éducation silencieuse. Le fait que, bah, par exemple, mon mari a un métier un petit peu de représentation, donc il prend soin aussi de la manière dont il s'habille au travail. Moi, évidemment, j'ai un métier sur l'image, donc mes enfants savent ce que je fais, ce que j'apporte autour de moi. Et je pense qu'on transmet quelque chose à nos enfants autour de la présentation, du soin. Je te donne un exemple. J'ai mes fils qui ont passé des oraux blancs pour leur brevet. Et en fait, ils ont préparé leur tenue en se disant, maman, là, je vais mettre tel jean et je vais mettre un haut clair comme ça. Et ça m'a fait plaisir de voir que naturellement, ils ont pris soin de leur présentation parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, il y avait un enjeu et, euh, et voilà, donc je suis pas forcément la maman qui amène faire du shopping, mais je suis celle qui est émerveillée de ses enfants, de voir qu'ils ont pris conscience très tôt que bah, il y a des moments dans la vie où notre image va servir notre message, elle va servir nos ambitions, elle va nous porter, elle va nous permettre de nous donner confiance aussi. Et voilà, je suis hyper heureuse qu'ils puissent aussi bah, l'expérimenter à cet âge-là. Je me dis que c'est de la transmission silencieuse, mais c'est de la transmission, oui.
malgré le fait que ce soit des garçons. Oui, oui, oui. Alors, je sais pas si les enfants en 2026 prennent, en tout cas, les garçons prennent moins soin de leur image que les filles, mais ouais, ils Mais prennent ça soin compte. de. Ouais. Et tes copines, du coup, t'es la bonne copine qu'on emmène au shopping ou du coup pas spécialement? Ouais, si, j'ai fait, si, si, évidemment, j'ai fait longtemps profiter mes amis de ces compétences là, mais voilà, c'est sans, enfin, ça se fait naturellement en fait. Il n'y a pas de. T'étais pas là en rôle de coach, quoi. Alors, si tu devais parler à toi, à la toi, au lancement de ton activité, si on revenait en arrière, tu lui dirais quoi? Ah, j'aime bien, c'est les séances de psy en fait, Ah, un petit peu, hein. T'as au le droit lance. de sortir les cartes de joker, hein. Ouais. Non, je trouve ça hyper intéressant de répondre à ce type de questions. Euh, je dirais, vas-y, continue, t'as raison de faire ce que tu fais. Parce que tu vois, toute la suite me montre que je continue d'apprendre sur moi, sur les autres, je m'épanouis, je grandis, je transmets plein de choses. Vraiment, je suis très fière de mes élèves, donc non, je me dirais, ouais, continue, ça en vaut largement la peine, tu vas t'éclater. Et à contrario, si tu rencontrais une femme qui sait qu'elle doit changer quelque chose dans sa vie, mais qu'elle sait pas encore quoi faire, par où commencer, tu lui conseillerais quoi? Une femme, quel que soit son domaine, une femme qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux dire? Ouais, voilà, qui ose pas se lancer, qui sait qu'elle aimerait, mais elle ose pas, elle sait pas par quoi commencer, tu lui conseillerais quoi comme ressource? Euh, En tout cas, mon mantra, c'est dans l'action qu'on trouve les réponses et qu'on trouve la confiance. Donc, de commencer. En fait, c'est quand on sort du flou. Donc, quelle que soit la mise en action, soit par un accompagnement, soit par lire une ressource, d'écouter un podcast, c'est sur le chemin qu'on trouve les réponses. Donc, quelle que soit la méthode, le moyen, sortir du flou, c'est déjà une super avancée. Ouais, c'est chouette. Est-ce que tu vois quelque chose que tu aimerais ajouter, qu'on n'a pas abordé ou que tu voudrais compléter puisque le podcast va toucher à sa fin? Non, écoute, moi j'étais ravie d'être là, ravie de partager ce parcours qui, voilà, qui est le mien et bon, qui résonne pour moi. Je ne sais pas si ça fera écho à d'autres personne, mais en tout cas, je trouve ça tellement important de savoir qu'il y a des femmes qui ont fait le chemin, qui s'éclatent à le faire. Et voilà, si ça peut être inspirant pour certaines, moi je suis vraiment ravie de montrer que c'est possible et de leur permettre d'oser et d'avancer. Vraiment, ça c'est quelque chose d'important pour moi, cette sororité et l'audace. Je pense que le podcast porte très bien son nom. Et justement, la dernière question, c'est quoi pour toi être audacieuse? C'est rigolo parce que la définition n'est pas la même pour tout le monde. Ouais. Euh, Audacieuse, ça serait quoi? Il faut que je trouve une définition qui soit. Euh, Non, qu'il soit la tienne, qui te ressemble. l'audace, pour moi, c'est les expériences. L'audace, c'est vivre des expériences. Et la vie est une succession d'expériences. Donc, go, amusons-nous, hein. Ouais, bah écoute, c'est très bien résumé. En tout cas, pour moi, qui te connais un peu et qui te suis, je trouve que tu inspires beaucoup de sérénité. Je trouve que tu es une entrepreneur sereine et qui, du coup, apaise aussi avec parfois les montagnes russes qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas, même si tu les subis, j'ai l'impression que sur toi, ça n'a pas trop d'emprise. Donc, en tout cas, je trouve ça hyper inspirant. Tu vois, notre échange a été aussi hyper inspirant et je te remercie d'avoir joué le jeu. Si on a envie de te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve? Instagram, je pense que c'est le plus simple. Ludivine-du-bas poli. Et voilà, c'est là où on peut échanger et suivre mon travail avec mes merveilleuses élèves. Eh ben, écoute, merci Ludivine pour cet échange. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé cette vision de l'image, du développement personnel qui va avec et de passer au-delà
de juste le paraître parce que c'est très réducteur par rapport à tout ce que tu fais. On sent tout le travail qu'il y a derrière, la passion, le fait que tu oses, oser prendre sa place et le fait que tu arrives à toujours garder cette vision et accepter qu'elle puisse changer. Donc merci de nous avoir partagé tout ça. Au plaisir de te retrouver prochainement et puis à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci Sandy. Allez. Merci tout le monde.